Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Février 2020, elle marque cette période, les 30 ans de la tenue de la conférence des forces vives de la nation, conférence qui, au concert des nations, aura contribué à positionner le Bénin comme le laboratoire de la démocratie en Afrique noire. Les Béninois, dans leur ensemble, s'en souviennent plus qu'émus. L'actuel locataire du palais de la Marina aussi, à la faveur d'un entretien télévisé, moment politique, Patrice Talon, tout en saluant ce moment historique atypique, relève qu'en 30 ans, les tests fondateurs de la démocratie n'ont pas suffi pour créer le développement. Les Béninois, rapporte-t-il, tout désespérés, manquent aujourd'hui de tout. Conférence nationale de 90 et les défis de développement, un chantier raté. Le sujet au cœur de ce numéro de votre émission Débat 100% Bénin. Déjà sur ce plateau en notre compagnie, Mathieu Avléchi, acteur politique et les membres fondateurs du bloc républicain BR. Mathieu Avléchi, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste et bonjour chers téléspectateurs. Merci et merci d'être là en notre compagnie ce matin. C'est moi. Ça fait un bon moment par ici. En face de lui, il est plus à présenter, Jos Peso Anago, il est journaliste, analyste, le directeur de publication de la Dépêche, quotidien d'information, d'analyse et d'investigation. Jos Peso Anago, bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour téléspectateurs de Sika TV. Et merci de répondre à notre invitation. C'est un devoir renouvelé. Merci bien. Constamment pointé d'un doigt accusateur comme l'homme qui aura saccagé les acquis démocratiques obtenus de haute lutte, Patrice Talon, dans le cadre de la célébration des 30 ans de la conférence des forces vives de la nation, a levé un point de voile sur bon nombre de chantiers. Chantiers que nous passerons en revue, si le temps nous permet, bien entendu, en tout cas, les grands axes, pourquoi pas. Entre autres chantiers passés en revue, celui de développement, Mathieu Avléchi. Et là-dessus, le chef d'État pense qu'à l'arrivée, le Béninois manque de tout. Merci, monsieur Etanji. Vous savez, en 90, moi j'étais étudiant, on était hors des amphithéâtres, et donc c'était une crise qui a engendré la conférence. Et au-delà, on voulait qu'il y ait une certaine stabilité. On voulait donc que véritablement le pays décolle. On a repris les amphithéâtres après la conférence. C'était donc l'euphorie dont parlait le chef de l'État dans le temps. C'était ça, que tout reprenne, que l'activité reprenne, que les élèves retournent à l'école, que les étudiants retournent et que le travail reprenne. C'est tout ceci qui allait engendrer le développement. Mais en bout de ligne, nous avons constaté. Déjà là, nous étudiants dans le temps, on a observé les années blanches, années qu'on a connues, années invalidées, sessions uniques et tout ça, ça n'a fondamentalement pas changé. La conséquence est que de 90 à ce jour, on n'a pas bougé comme on aurait souhaité bouger. Ça, je crois que je suis d'avis avec le chef de l'État. Euphorique, enthousiaste, on était tous, mais en bout de nez, les fruits n'ont pas porté les promesses des fleurs. Oui, Jos Peso Anago, du chantier de développement, 30 ans, véritablement, pour le chef de l'État, il reste fort à faire. Je dirais, d'accord qu'il reste à faire, mais je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu de développement. Et il faut aussi se demander ce qu'on met dans le développement. Le pays s'est développé d'un point de vue, mais pas suffisamment ou comme on l'aurait souhaité, parce que mon cher ami, M. Avléchi, l'a dit vers la fin de son développement, il a dit pas comme on l'aurait souhaité, sûrement. Et puis, voilà un chantier où on sort toujours insatisfait. Même les pays qui ont atteint un niveau de développement évolué continuent par rechercher plus de développement. Je ne m'abuse pas en le disant. Et je dis, le chef de l'État, tel qu'il l'a exprimé, me semble-t-il, n'a pas véritablement cerné la problématique du développement, on s'entend. Parce que le développement, c'est un tout. Quand on parle de développement, ce n'est sûrement pas lorsqu'on a quelques infrastructures dans la ville capitale qu'il y a le développement. C'est pas parce qu'on a réussi l'asphaltage qu'on a le développement. Le développement, c'est aussi lorsque on a assez d'hôpitaux à l'intérieur du pays. Lorsque, par exemple, la décentralisation fonctionne réellement. Lorsque l'autonomie de gestion est accordée aux entités décentralisées. Bon, alors, et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Si la France en est encore à se rechercher des chemins de développement, l'Allemagne et autres, n'allons pas nous enorgueillir d'avoir mieux fait que les autres. Cependant, la marche que le Bénin a eu à faire depuis 30 ans est une marche
honorable. À bien des égards, quand on compare d'autres pays, on peut dire aujourd'hui que le Bénin, en 30 ans, a connu un certain nombre de développements au plan démocratique. Au plan démocratique, aujourd'hui, on le regrette depuis quelques 3 années. On se dit, mais on était un pays de démocratie. Mais la démocratie ne peut ne pas s'accommoder du développement. Lorsqu'on est en pleine démocratie, les énergies se libèrent. Le développement suit. Moi, je dirais que c'est plutôt le contraire qui peut se produire lorsque il y a absence de démocratie. Il ne peut y avoir de développement. Le développement n'est pas seulement l'apanage d'un gouvernement central. Le développement, c'est aussi monsieur tout le monde, un tel qui est totalement excentré du pouvoir et qui peut impulser le développement à son niveau. Mais si déjà des contraintes, un certain nombre de choses l'empêchent, je crois qu'il n'y aura pas de développement à son niveau. Donc c'est de cette façon que moi je lis le développement. Je ne lis pas le développement à travers des actions ponctuelles, des actions concertées d'un gouvernement ou d'un programme politique. De mon point de vue, c'est ça le développement. Oui, je suis d'avis, le développement, ce n'est pas que ce que nous observons, infrastructure ici et ça c'est vrai. Mais aussi, il faudrait que nous ayons les cadres formels qui permettent vraiment d'aller au développement. Et les cadres formels, je crois que ça se crée petitement. Les réformes institutionnelles, les réformes politiques, les réformes économiques, et tout ça mis ensemble, devrait contribuer au développement. Parce que c'est holistique le développement. Ce n'est pas que route, ce n'est pas que hôpitaux, oui, c'est encore un projet, mais c'est trop. La portée est suffisamment grande pour que tout de suite on se dise on va aller du néant au développement. Le développement, c'est un processus. Et le processus, je crois, nous l'enclenchons déjà petitement, déjà à travers les routes. Oui, c'est des pas que nous faisons pour aller vers le développement, qui est un objectif, oui, mais qui est virtuel. Parce que ça continue. Si on dit l'Allemagne n'a pas fini de se développer, la France, donc c'est virtuel. Le développement, c'est un processus. Vous l'avez dit, c'est virtuel, c'est un processus. On est en route. Mais le chef de l'État pense qu'on peut aller encore vite. On peut atteindre des résultats plus édifiants. Alors, il part d'un principe, et je le cite. Nous, constate-t-il, manquons de tout. Même les choses les plus caractéristiques de ce que nous avons été. Je le cite. L'école s'est dégradée, la santé, les infrastructures minimum, le confort de vie, l'eau et l'électricité manquent à la plupart de nos concitoyens, suite d'Isole, Patrice Talon. Oui, tout à fait. Vous savez, vous m'avez donné la parole, j'ai commencé par dire, moi, étudiant dans le temps avant la conférence, on est retourné aux amphithéâtres après la conférence. Oui, c'était ça nos valeurs. De sorte que dans le temps, on était tous au village. En tout cas, moi, j'étais au village. J'ai suivi la conférence depuis le village. Et c'était comment retourner dans les amphis. Les élèves, c'était pareil, comment retourner à l'école. Et tout ça, cette dégénérescence qui donc a commencé avant la conférence, qui est revenu après, juste après, ça, on a commencé par corriger, mais pas comme on aurait souhaité. Corriger, moi je me rappelle toujours, et c'est ça, je reviens sur année blanche, on l'a connu. Session unique, année invalidée, et ça a continué jusqu'au point où, à un moment donné, on n'allait plus vraiment à l'école. Les grèves ne permettaient plus aux enfants d'aller véritablement à l'école. Et ça, avec ça, on ne pouvait pas vraiment penser développement. C'était la promotion de la médiocrité. Rien n'était vraiment fait pour que développement soit vraiment un mot qu'on pourrait prononcer, nous, béninois, à un moment donné. Merci de penser que le président, quand il a parlé de ça, il a fustigé cette affaire que l'école, la santé, tout, particulièrement l'école, parce qu'il n'y a pas de développement sans formation. Oui, Jospé Soanago, des secteurs vitaux et stratégiques que le chef de l'État a doigté. En 30 ans, se regrette-t-il tout ce qui faisait la fierté des Béninois presque en déliquescence. Il faut rattraper le plus tôt possible ce qui peut encore l'être et remonter graduellement la champente. Mais je l'ai dit tantôt, peut-être le chef de l'État est dans une stratégie exagérée des faits peut-être pour obtenir un meilleur résultat, sûrement. Sinon, je ne suis pas de cet avis. Je dis, des choses énormes ont été réalisées. Des choses énormes ont été réalisées. On a eu la stabilité. Quand on parle de stabilité, la stabilité, c'est aussi un gage important du développement. On a eu la stabilité politique. Depuis 30 ans, il n'y a plus de coup d'État. Enfin, du moins, après la conférence nationale,
Est-ce que vous aviez encore remarqué dans notre pays des bruits de bottes? Non. On a eu cette stabilité. La démocratie, cette merveilleuse quête, nous l'avions eue, nous l'avions gérée, nous en avions apprécié les contours. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'a découlé beaucoup de choses. Mon vis-à-vis disait tantôt que tout était en déliquescence. Non, tout n'était pas en déliquescence. Chaque homme politique qui est passé à la tête de ce pays depuis la conférence nationale a apporté de son mieux, mais pas suffisamment, pas tel qu'on le voulait. Même la révolution qu'on a décriée, qu'on se souvienne, en 1982, dans les années 80, allais-je dire, pour ceux qui en savent quelque chose, le pays avait connu un boom économique. Ce pays révolutionnaire, on avait des excédents. Et puis ça a périclité. Et je ne voudrais pas entrer dans les détails. Et après, il y a eu tout ce qui a suivi, la conférence nationale. Et puis après, il y a eu le président Soglo qui a pris les rênes. Nous n'allons pas dire et balayer le tout d'un revers de la main. Sous le président Soglo, on a connu un autre aspect de développement. Et les Béninois étaient unanimes. Au point, on lui a même décerné des sobriquets de maçon et tout ce qu'on veut. Le maçon est quoi? C'est celui qui construit, en réalité. Et donc, le président Soglo est passé. Il a fait sa part. Il n'a pas fait ce qu'il devrait pouvoir faire. À sa suite, il y a Kérékou 1, Kérékou 2. Mais on ne peut pas dire que Kérékou est resté sans vraiment rien faire. Nous avons aujourd'hui, je ne voudrais pas citer des réalisations, mais je suis tenté de dire, mais le stade de l'amitié est là. On a des routes. Les stades qui existent au Bénin ont un nom. Est-ce que quelqu'un a contribué à leur réalisation? Des routes importantes, des infrastructures, des hôpitaux ont été aussi créés, érigés dans ce pays. Tout ne peut se faire en une seule fois. Mais on ne peut pas non plus s'engager à dire, bon, en l'espace de 2 années, ce qui n'a pas pu être fait en 15 années, on va pouvoir le faire. Je crois que ce serait de l'utopie. Et je ne voudrais pas voir le chef de l'État sur ce terrain-là. Se plaindre de ce qu'on n'a pas pu avancer, c'est une réalité. Mais dire que rien de concret n'a été fait, c'est de l'exagération, à la limite. Parce que, voilà, nous sommes aux encablures de 4 années de rupture, si on ose ainsi le dire. Mais je voudrais qu'en termes de quantification, qu'on me dise, voilà, on a pu réaliser effectivement. Parce que nous, en Afrique, nous avons beaucoup les infrastructures. Qu'on nous en cite et qu'on compare, et qu'on reparte en arrière, qu'on compare. Je dis, le président Talon restera, passera, fera ce qu'il peut faire. Mais s'il force la dose, l'effet contraire pourrait se produire parce que il faut qu'il y ait une sorte d'adhésion populaire. On ne peut pas offrir à un peuple du bonheur, du développement, malgré lui. Parce que ceux qui doivent accueillir ce développement, ceux qui doivent l'embrasser ou l'accompagner, s'ils ne sont pas en harmonie ou s'ils ne sont pas dans la cadence, je me demande si finalement le président de la République sera heureux de constater après son ouvrage. Le chef d'État invitera alors les siens oui, je suis d'avis, à la complémentarité, à l'engagement citoyen. Voilà. Et il évoquera à l'occasion le concept d'anarchie qui aurait pris le dessus et qui aurait empêché le Bénin de faire encore des pas quantitatifs. On aurait pu aller un peu plus loin si chacun jouait pleinement sa partition, si l'intérêt général prenait le pas sur l'intérêt individuel. Vous l'avez observé sur ce concept-là? Tout à fait, Monsieur Etanji. Je suis d'avis que mon confrère disent les choses en ces termes, parce qu'on ne peut pas changer la destinée d'un pays avec un coup de baguette magique. C'est des pas qu'il faut faire. Et je me rappelle, les pas que nous faisons, il y a un peu trop de bagaille dans ces pas, ça fait que nous avançons moins qu'on aurait pu avancer. Et c'est ça ce que fustigeait, moi, de mon point de vue, le chef de l'État. On pouvait faire mieux, on pouvait faire bien mieux. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Et parlant de ça, je crois le président Bogiaï, on en a parlé, fustigeait la pagaille. Quel pays de pagaille? Est-ce qu'on n'irait pas à une démocratie, à une dictature de développement et tout ça? C'est vrai que ça, la volonté était là, mais l'engagement n'a pas accompagné.
Le reproche qu'on fait fondamentalement aux actions de Yahi, parce que tous les présidents qui sont passés ont apporté leur pierre. Mais comment? Le président Yahi, par exemple, voulait faire beaucoup de déclarations, mais face aux réalités terrain, il recule un peu. C'est le reproche fondamental que personnellement je fais au président Boni Yahi, qui me paraissait bien volontaire. Ici, je pense et j'observe que au-delà des difficultés, au-delà des paroles, on veut faire. On est décidé à aller. On est décidé à affronter les difficultés. C'est ça qui tient des réformes. Courageusement, on a mis en place, on a fait des balises. Parce qu'il nous faut des balises pour avancer. Ce qui a gêné le président Yahi, c'était les balises qu'il n'y avait pas. De sorte qu'on lui brandissait ces obstacles que comportait notre constitution. Et donc, aujourd'hui, un peu retouché. Parce qu'il fallait ça aussi. On ne peut pas dire que les vérités de 90 sont les vérités de 2020. Ce n'est pas possible. On a évolué. Et parce que mon vis-à-vis disait, on a fait des pas. Le président Segura en a fait. Le Coreco en a fait en 1 et en 2. On ne peut pas dire que donc, ce qui est fait en 90, on devrait rester dans la même charpente pour continuer en 2020. Il fallait retoucher les choses. Retoucher ce qui avait intérêt à ce que ça restait à l'état bloqué. Alors justement, ça a mené à aller sur un terrain où les Béninois sont très très frileux, très regardants la question de liberté. Cette anarchie a mené, comme vous l'avez dit, le chef de l'État à mettre des balises qui ne sont pas du goût de tout le monde. Certains pensent que ça, ce ne sont pas des balises, une façon de porter un coup fatal à ce qui aurait fait hier la fierté des Béninois, la question de liberté. Mais le chef de l'État s'est exprimé. J'espère que vous l'avez suivi. Enfin, je rappelais encore ces mots. Mais je n'ai pas été sur cet aspect précis, je n'ai pas été convaincu. Je suis un partisan indécrottable de la liberté ou des libertés, les libertés essentielles, qui sont les gages du développement. Je ne continue pas à le dire. Je ne connais pas de liberté qui pourrait engendrer un frein au développement. Je n'en connais pas. Franchement. Et ça, je voudrais qu'on m'en cite deux libertés essentielles qui sont des freins au développement. Des libertés essentielles qui sont des freins au développement. Il n'en existe pas, à mon sens. À moins là, alors qu'on soit en dictature. Mais je voudrais dire ceci. C'est vrai. En dictature, il n'y a pas d'anarchie. Vous savez pourquoi? C'est le chef qui pense à la place de tout le monde. Un aîné l'a dit. Julien Ségré. Comment? Lorsqu'on est en démocratie, on a l'impression qu'il y a de l'anarchie. Je dis, on a l'impression qu'il y a de l'anarchie. Mais lorsque la démocratie, nous avons la démocratie comme cela s'entend, on a l'état de droit qui est une sorte de soubassement de cette démocratie. Eh bien, lorsque vous tombez sous le coup de la loi, vous vous confrontez aux rigueurs de la loi. Et ceux qui doivent l'appliquer sont là. Mais s'ils ne l'appliquent pas, certains peuvent avoir l'impression que nous sommes dans l'anarchie. Je dis, on peut avoir l'impression d'être dans l'anarchie. Les politiques qui nous ont... Même, c'est de tout temps. Aujourd'hui, même sous la rupture, le chantre de la rupture, qui est mon président, le président de la République, pour qui j'ai beaucoup de respect, aussi intègre certains laisser-aller, juste pour peut-être se maintenir ou maintenir un certain nombre de schémas qu'il développe ou qu'il déploie. Et ça nous fait dire, nous autres petites gens, que mais tiens, il sait protéger les siens, il prend les autres en compte pour en faire pour donner des leçons. Par exemple, lorsqu'on jette tel en prison pour avoir détourné ou alors pour avoir pris 70 000 francs de champagne ou tout ce qu'on peut dire, et dans le même temps, quelqu'un qui a bradé les domaines publics est aujourd'hui en liberté, n'allez pas me dire que nous sommes là dans la pratique réelle d'un état de droit. Et ça aussi, c'est de l'anarchie. C'est anarchique, c'est de la pagaille. Ça ne va pas, les choses ne sont pas en leur place. Et donc, je disais tantôt que cela se comprend que l'on compare la démocratie à l'anarchie. Non, lorsque la démocratie est là, l'état de droit est là, et que les règles ne sont pas observées, vous avez un semblant d'anarchie. Lorsque l'anarchie s'en va, cherchez bien, vous verrez que quelque part, il y a la dictature. Le dictateur, enfin, du moins, la dictature ne s'accommode pas de la démocratie et de ceux qui l'accompagnent. Et donc, moi, de mon point de vue, je me dis, pour impulser un véritable développement, on n'a pas besoin, n'est-ce pas, de perdre la liberté,
d'avoir des atteintes graves à ses libertés, ce n'est pas lorsque on a réussi donc à empêcher les gens d'exprimer leur point de vue par rapport à un certain nombre de situations que l'on peut dire qu'on a amorcé enfin le développement. Non. Et donc, je voudrais rester dans ce schéma pour dire je reste un indécrottable adepte des libertés essentielles. On revient sur la question de la liberté avec vous tout à l'heure. Oui, sur la question, Mathieu Ablissi. Des libertés, oui. Je crois que ça, le chef l'a dit, et tout juriste pouvait s'accorder à dire qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Vous êtes libre de porter un coup à autrui, mais vous en subissez les responsabilités. Vous en prenez les responsabilités. Vous subissez les conséquences. Et je crois que c'est ça les balises que le chef est en train de mettre pour nous permettre effectivement d'avancer. Parce que la pagaille, mon ami a reconnu qu'il y a de la pagaille. Dans tout contexte, on observe de la pagaille. C'est une question d'analyse, c'est une question d'approche. Et donc, la pagaille, quand il n'y a pas de balise, on ne peut pas se développer en étant aussi libre que ça. En étant libre, sans savoir que nous avons nos responsabilités qui accompagnent notre liberté. Et c'est dans ce contexte que moi j'ai perçu la déclaration, les propos du chef, du président de la République, pour dire, soyons plus responsables. Les libertés, nous les avons abondamment. Les libertés, nous les avons abondamment. Mais prenons la mesure de nos responsabilités et tout ira bien. Ok. Les libertés, nous les avons abondamment, Jean Spezo Anago. Le chef de l'État, lui, dira un peu plus loin, les libertés qui sont peut-être compromises, parce qu'on lui a posé la question de libertés compromises, et il dit qui sont peut-être compromises sont celles qui ne sont pas compatibles avec l'intérêt général. Fin de citation. Et je reviens à la case départ pour dire que les libertés qui ont été édictées, je parle des libertés essentielles, édictées, c'est-à-dire codifiées, ne peuvent ne pas s'accommoder avec l'ensemble de la communauté. Je contredis le chef de l'État humblement, respectueusement, sur cet aspect-là pour dire, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de libertés qui compromettent, de libertés codifiées, qui puissent compromettre la vie de la communauté. Mais si on vous permet de marcher pour vous opposer à telle ou telle décision du gouvernement ou du pouvoir, c'est codifié. Si c'est sur 100 mètres que vous devriez marcher, après les 100 mètres, vous n'avez plus à marcher. Mais je ne vois pas pourquoi ceux qui devraient marcher sur les 100 mètres aient pu empiéter sur la liberté, ou du moins la vie de la communauté. Et donc c'est en cela que je dis, je voudrais contredire humblement et respectueusement le chef de l'État pour dire ça n'est pas véritablement le cas. Mais je voudrais faire une petite escapade, vous devez me permettre ça, et pour dire que souvent ce sont des occasions en or lorsque le chef de l'État a juste 2 minutes ou 1 minute d'entretien et autres, on en profite pour en savoir davantage et il offre énormément de faisceaux, de réflexions. Je ne voudrais pas dire que beaucoup de choses lui échappent, même à la limite, je ne voudrais pas dire cela, mais pour le journaliste que je suis, c'est des moments privilégiés pour, entre griffes, piéger le chef de l'État. Oui. Sur les questions de liberté, vous voulez dire quoi? Tout à fait. C'est comme si vous êtes resté sur votre faim? Tout à fait. J'ai dit, je contredis humblement et respectueusement. De façon spécifique. Vous voyez, on prend un cas. C'est d'ailleurs ce cas qui est flagrant. C'est-à-dire, depuis quelques moments, vous voyez les populations, pour ne pas dire, les Béninois sont régulièrement jetés en prison, ils sont au devant de la justice et tout le reste, pour parfois des fautes qui n'en sont pas de véritables. Je donne le cas du domaine qui est le mien, pour dire, nous avons un confrère en ce moment en prison, et son cas a pratiquement été évoqué d'une façon ou d'une autre. Le chef de l'État est allé presque dans ce sens-là. Je dis, pour ne pas dire le chef de l'État est allé dans ce sens, parce qu'on dit, des journalistes sont jetés en prison. Le chef de l'État, pour le reprendre, pour le résumer, je peux me tromper, mais c'est pratiquement ce qu'il a répondu. Il dit, s'agissant de ce cas, un journaliste qui commet des erreurs ou des impairs doit pouvoir les répondre, c'est évident. Mais dans le cas d'espèce, ce n'était pas le meilleur exemple, dans la mesure où ce qu'on reproche à ce confrère, je ne suis pas ici pour le défendre, mais c'est les principes. Ce qu'on reproche à ce confrère n'existe pas.
il a rapporté des propos qui ont été réellement tenus par le procureur de la République. Appelons les choses par le nom. Le procureur de la République n'a jusqu'à alors pu démentir puisque ces propos existent. Et ce n'est pas dans un cadre privé, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Et donc, moi, je n'apprendrai pas le job au chef de l'État. C'est un grand homme, un président de la République et tout le reste, mais humblement, puisque je l'ai élu. Donc, je peux encore me permettre de lui dire, mais monsieur le président de la République, mais ce que vous venez de dire là, je ne suis pas d'accord. Ah oui, ça aussi, c'est possible. Et donc, je voudrais dire au chef de l'État qu'il pouvait s'éviter d'aller sur ce terrain dans la mesure où nous sommes dans un... Je considère que nous sommes dans un pays où les institutions existent encore et que les pouvoirs ne s'impliquent pas l'un dans l'autre. Il y a la séparation des pouvoirs. Et si vraiment il y a la séparation des pouvoirs, l'engagement, sinon la déclaration ou les propos du chef de l'État ne devraient pas être, surtout lorsqu'il s'agissait, on m'a dit, ça a été intitulé causerie. Il s'agissait d'une causerie. C'est un format qui n'autorisait pas certains épanchements de mon point de vue. Parce qu'il y a des gens plus majeurs à travers lesquels le président peut tenir certains propos. Mais ici, il s'est mis à la place du ministre de la Justice, il s'est mis à la place pratiquement de l'institution qu'est la justice. Et il dit, voilà, le chef de l'État a l'habitude de venir sur ce genre de questions comme ça. Et ce n'est souvent pas heureux après les résultats que ça donne. Le chef de l'État pouvait dire, écoutez, c'est du domaine de la justice, nous sommes dans un régime de pouvoir séparé. Et ça, il aurait joué convenablement et généreusement son rôle. Mais là, est-ce que ce n'est pas aussi le premier magistrat qui a parlé, hein? Tout à fait, mais il a pris fait cause pour un sujet qui est tellement clair aux yeux de la justice. Vous savez que ce confrère a été condamné à 18 mois de prison et aucun test. Si même on prend le code du numérique et tout, il n'est nulle part prévu 18 mois de prison. Absolument pas. Mais c'est sorti d'où? Ça, par exemple. Et lorsque le chef de l'État a pris fait cause, moi je dirais, le chef de l'État a fait cause pour le ministre de la Justice. Question d'anarchie et de liberté. Voilà, oui. je pense revenir sur l'exemple de mon ami pour dire, oui, il a pris l'exemple de la marche prévue et autorisée sur 100 mètres. Et lorsque les personnes autorisées à marcher sur 100 mètres au-delà, alors ça pose un problème de responsabilité. C'est pourquoi je dis, les libertés, nous les avons abondamment. Le contexte dans lequel nous ne sommes pas, c'est les responsabilités. Il faut qu'on prenne la mesure de nos responsabilités et tout en gérant nos libertés. C'est ça ce qui manque fondamentalement. Second exemple, les hommes du journaliste. Je ne suis pas avec la justice. Je reprends les propos du président qui présentait la situation, prenant l'exemple d'un journaliste et qui prend l'image de quelqu'un, vous avez suivi avec moi, l'image de quelqu'un qui traficote et qui le met dans une posture, qui met en difficulté son foyer. Ce prix sera payé par qui et comment? Ça fait compliqué. Et ça, je ne veux pas prendre l'exemple de journalistes en prison en ce moment. C'est notre confrère, c'est votre confrère, encore plus de vous. Et il y a de raisons qu'on se désole un peu de la sanction, mais allons vers la faute. Est-ce qu'il est resté dans les limites de ses libertés? Est-ce qu'il n'a pas enfreint aux responsables? Est-ce qu'il n'est pas allé passer outre pour que le problème de responsabilité se pose par la suite? Les propos rapportés, est-ce qu'il est resté? Est-ce que c'est fidèle? Est-ce qu'il n'y a pas un mot de plus? Ça fait déjà un pas de plus. Non, je ne suis pas dans le contexte. Je dis, c'est pourquoi je parle de responsabilité. Un mot de plus, ça pose déjà un problème de responsabilité. Ce n'est plus de liberté. Et là, qu'il en réponde, je dis, je ne suis pas pour qu'un journaliste soit en prison, pour des propos tenus, mais au même moment que nous sommes prêts à faire face à nos responsabilités. Ce n'est que ce faisant que nous pourrons aller vers le développement. On va évoluer pour tourner la page sur ce sujet. Je voudrais vous demander, pour ceux qui disent que l'esprit critique a plus que jamais manqué dans la République depuis Patrice Talon, qu'avez-vous envie de dire vous autres? Ah non, moi je pense que j'ai toujours dit que le chef de l'État n'est pas Dieu. Il a pour penser faire les choses, il y a toujours des biais. Et ça, je crois que c'est de la critique. Ça, je le dis, je l'ai toujours dit, je le répète maintenant ici. Le chef de l'État a bien pensé, il pense les choses, il les planifie, il met les balises, mais dans la mise en œuvre, il peut avoir des biais. Et là, il faudrait qu'il se mette en cause de temps en temps pour dire, attention, est-ce que ce que j'ai pensé, je suis en train de vraiment sur le chemin? S'il y a des propos qui viennent, est-ce qu'il n'y a pas de raison que je marque un arrêt pour observer un peu ce que je suis en train de faire? Et ça, je crois qu'on ne dira pas que, personnellement, je ne suis pas critique.
Quoi qu'on dise que, voilà, je suis mitigé, je dis, le chef de l'État n'est pas Dieu. Il veut bien faire. Il a la volonté, c'est perceptible. Mais il n'est pas parfait. Il ne peut pas tout faire parfaitement. Et ça, moi, je suis critique. Et je crois que l'exemple, c'est bien le contre-exemple à votre préoccupation. Oui, Joseph Pezo Adago, question de développement, question de responsabilité collective mais individuelle. Là-dessus, vous pensez que c'est les Béninois qui manquent d'appréhender ce sens de responsabilité? Oui, mais je vais nuancer. Pour dire, nous avons des instruments, nous avons des outils qui permettent, n'est-ce pas, à toute personne qui aspire à diriger le pays ou qui aspire à gérer un espace de prise de décision, de mieux avancer. Mais qu'est-ce que nous constatons? Lorsque moi je me rends passible, enfin du moins je suis passible d'une peine parce que je me suis mal comporté, j'ai mal garé ma voiture au bord de la chaussée et puis on vient me faire une contravention, ben écoutez, je vais me soumettre aux rigueurs de la loi, de bon ou de mauvais gré. Dans le même temps, lorsque j'observe à côté de moi, et ça court à l'heure où je vous parle, lorsque j'observe à côté de moi que mon voisin d'à côté a commis exactement la même erreur, mais il est toujours resté dans les bonnes grâces du patron d'à côté, il n'a pas à avoir de crainte. Et ça accourt en ce moment au Bénin. Mon job me permet, moi, d'être au contact de beaucoup de réalités. Je ne tire pas de mon côté le drap, mais j'en observe suffisamment. Et donc, lorsque c'est ainsi, à quel niveau la responsabilité ou les responsabilités sont-elles partagées? C'est important. Et quelque part, si le chef de l'État laisse faire ou continue de laisser faire dans ce sens, je me demande si lui-même ne crée pas les freins à son engagement, à ce qu'il veut impulser. Puisque d'un côté, il y en a qui sont hors d'atteinte des affres de la justice, il y en a qui peuvent se permettre tout, mais d'un côté, il y en a sur les doigts de qui tombe régulièrement le couperet. Mais quelque part, j'attends qu'on me dise non, mon vis-à-vis est là, qui s'essouffle déjà pour me dire quoi. Non, je dis non, il ne peut pas me dire non. Je vis au cœur de ces réalités. Je ne suis pas au commissariat, je ne travaille pas au tribunal, mais je suis au confluent de toutes ces institutions et j'observe. Donc, autrement, il y a des efforts à faire dans ce domaine-là. Il y a les choses à revoir, pas seulement des efforts, parce que il y a beaucoup de choses à revoir. Et puis, il faudrait que le chef aujourd'hui regarde autour de lui-même pour se dire, ben, est-ce qu'il n'y a pas mes ouailles qui en font un peu de trop et que je laisse faire? Le cas que j'ai cité tantôt, c'est qu'on a vu une situation qui a commencé avec le procureur de la République, le ministre de la Justice et un journaliste en prison. Et puis, on voudrait que l'imagerie populaire retienne que le journaliste s'est mal comporté. Je dis non. Les éléments sont là. En justice, c'est les éléments de preuve qui font foi. Merci, Joseph Pezo, oui. Que le chef se demande si ces ouailles n'en font pas un peu de trop. Qu'est-ce que vous pensez? Et ça, c'est le comportement humain, le comportement de l'homme. Tout le monde autour de lui ne peut pas se comporter comme il aurait souhaité il aurait souhaité. Encore faudrait-il des gens pour lui rapporter la vérité des choses. De sorte que, lorsqu'on dit le chef fait 2 poids 2 mesures, tout n'est pas remonté tout de suite. C'est le rapport qui lui est présenté. On ne peut pas y voir aussi la responsabilité directe du chef. Parce que lui, tel est présent, c'est pas possible. C'est comme si le chef épargne à bon escient certains et d'autres. Il dit, le couperet tombe régulièrement. On a les yeux dessus et puis chaque fois... C'est les affaires de copinage. Vous et moi, on est amis. Vous êtes en difficulté. Je fais un rapport autre que le rapport que je devais faire si vous dites que ce n'est pas un ami à moi. Et c'est sur ce rapport-là que table la justice. Si c'est ça, qu'est-ce que le chef a à voir vraiment dans ça? C'est le rapport qui lui... C'est nous-mêmes. Venons à nous. C'est pourquoi je parle d'éducation, pas de développement sans éducation. Lorsque je vois, s'il te plaît, ce que tu viens de faire là, excuse-moi, hein, ça c'est péjoratif. Ce que vous venez de faire, je ne suis pas... C'est pas bien. Voilà les dispositions. Sincèrement. Ça, je ne peux rien pour toi. Hein. Peut-être demander la clémence du chef. Mais mon rapport, c'est celui-ci. Si ça se fait comme ça, si tout le monde pouvait se comporter comme ça, je crois que mon ami n'aurait pas les arguments pour dire ce qu'il dit. Parce que ce qu'il dit, c'est aussi perceptible. Il ne peut pas, je présume qu'il ne dit pas ce qu'il n'a pas vu, ou ce qu'il n'a pas vécu.
Mais ce vécu, avec la sentence qui vient après, ce n'est que du fait des hommes, des collaborateurs qui font des rapports sur lesquels les gens tapent. Ce n'est pas toujours le chef. Développement, dites-vous, mais c'est également de la politique. L'allant venant de ce milieu, les deux vont de pair, s'entrelacent et parfois, lorsque le langage ne suit pas, salue les dégâts, dit-on. Là-dessus, la conférence a pensé à tout. C'était le multipartisme intégral. Mais alors, le nouveau départ de constater que depuis jamais, malgré cette conférence, un chef d'État n'est issu des entrailles des serailles politiques. Il faut changer de cap, m'a-t-elle Patrice Talon. Et d'aucuns de l'accuser aujourd'hui de sacrifier le multipartisme intégral. Sa réponse, vous l'avez suivi, Jos Peso Anago, les réformes actuelles n'interdisent pas le multipartisme intégral, mais l'encadrent. Vous savez, j'ai dit, ce sont de mois privilégiés lorsque le chef de l'État doit prendre la parole. Nous autres chasseurs de propos, ce sont pour nous de merveilleux moments de conquête, parce qu'on est sûr de lui tirer les verres du nez et de ressortir avec des propos parfois extraordinaires, qui, mis dans n'importe quel sens, ne devraient pas sortir. Le chef de l'État, il a l'habitude de les sortir. Sur la question, vous dites? Oui. Alors, vous voyez, le multipartisme intégral ne peut faire de mal à personne. La réforme du système partisan est arrivée, et puis moi, j'ai l'habitude de dire depuis quelques moments que mon cher ami m'en excuse, mais je dis que ça a été un échec. Le multipartisme, les réformes? Tout à fait, du système partisan, parce que je voudrais vous dire ceci. Ce qu'on a chantonné tout le temps, c'était c'est vraiment de la vaudeville. Ça ne va pas. Un parti politique ne devrait pas se comporter comme ceci. Les membres de ce parti politique doivent se comporter comme ceci. Il y a de la transhumance dans l'air, le nomadisme politique, comme on dit ailleurs. Et puis, on va y mettre un frein. Et l'autre chose, et c'est l'essentiel, parce que s'il y avait une idéologie au sein d'un groupe, d'une communauté, il n'y a rien à faire. Vous restez là parce que vous chantez la même chanson, vous avez presque la même vision, même s'il y a de petites contradictions à l'intérieur. Moi, je vois un parti politique presque comme ça. Les socialistes, les sociodémocrates, les capitalistes, même, tout ce qu'on veut, les travaillistes. Aujourd'hui, je voudrais qu'on me dise les partis politiques issus des réformes du système partisan. Il y en a qui sont de quel bord, véritablement, et il y en a qui sont de quelle idéologie, allais-je dire. Je n'en connais pas. Et si on se hasarde à me prouver le contraire, je n'ai que deux petits exemples pour dire, écoutez, lorsque Ali était allé dans le parti de Mamadou et que Fatimata a quitté pour aller chez Dossou, l'idéologie, il ou elle l'a laissé de l'autre côté ou il ou elle l'a emporté avec. Il n'existe même pas d'idéologie. Ça, c'est un raté. L'autre chose, on peut encore y trouver déjà du nomadisme politique. Enfin, ce que certains appellent la transhumance. Et ça a coût. C'est maintenant que ça se fait avec beaucoup plus de fiefé. Ça se fait avec beaucoup plus d'allure et d'allant. Avant, on le fait avec un peu de honte. Mais ici, on va même faire des déclarations. Je suis parti du BR pour l'UP. Et on fait la fête, on invite les amis, un samedi, et ça criaille, ça fait du tintamarre. Vous imaginez ça? C'est-à-dire on a consacré ce qui était hier une honte. Et ça, je dis, c'est pas un succès. Hein. Ça ne ressemble pas à un succès. Mathieu Ablessi, la politique pour aider le développement à s'asseoir. Avez-vous l'impression que les réformes telles avancées aujourd'hui montrent tout autre visage? Moi, je crois que c'est un peu ces réformes-là qui m'ont décidé à aller en politique. Parce que je crois que ce qui est prévu dans les tests ne nous autorise pas à faire ce que nous observons. Ce qui est prévu dans les tests ne nous autorise pas. Quoique deux partis de la même mouvance, supportant le même chef, on ne peut pas se permettre d'aller d'un idéal à un autre tout de suite. C'est contre-valeur. Et ces contre-valeurs, je crois que dans les réformes, le chef est revenu sur. Et je crois que vous avez suivi avec moi que tous ceux qui sont passés de A à B et pour des raisons inavouées,
ne pourrait pas se retrouver sur les listes. Ça aussi, c'est déjà des sanctions. Pour dire, ça c'est un genre de nous, c'est ce que nous recusons. Nous ne pouvons pas donc l'autoriser en notre sein. Et que ça se passe comme ça. Mais les gens sont ce qu'ils sont. Ils sont des résistants naturels. C'est dans ça qu'ils ont leur compte. Qui se comportent comme ça, je dis, c'est un processus. Des gens comme peut-être nous, je ne dis pas que je suis le meilleur des Béninois, hein. Des gens qui peut-être nous incarnent un minimum de valeurs vont prendre les règnes, la gouvernance de ces groupes-là pour que ça se passe autrement. Mais tant que ce soit des gens dont mon ami a parlé tout à l'heure, je ne serais appelé de nom parce que lui, il est dans son rôle de journaliste. Moi, je suis politique et je ne veux pas accuser X ou Y, mais que ce soit toujours ces mêmes personnes-là qui dirigent, on va toujours observer ce que nous observons là, cette résistance. Et je l'ai fustigé sur d'autres chaînes, à l'intérieur du pays. Pendant la semaine dernière, il y a un mois, il dit ce qui se passe, ce n'est pas des gens avec qui il faut compter. Ce pas des gens avec qui il faut compter. Excusez-moi du peu, je suis dans une de politique. Donc le chef sait. Il sait qu'avec eux, il faut faire un processus et de façon élégante, on va les amener à la porte de sortie. Ça, moi, c'est ce que je pense. Je crois en ça. Et quand ça va se faire, je crois qu'on sera plus à l'aise à parler politique, à parler journalisme avec socialisation. Voyez-vous, parce que c'est ça qui manque. Et il veut bien s'exprimer, mais ça, il n'a pas de la matière. Parce qu'il a en face des gens qui ne veulent pas changer. Vous pensez que c'est plutôt à ce niveau qu'il faut corriger? Et c'est pourquoi non, corriger le tir, c'est que c'est déjà qu'à chaque fois qu'il y a les déviances, que le chef le ramène à l'autre. C'est encore son rôle parce que c'est lui qui porte les réformes. C'est lui qui les a imposées et donc qui nous ramène à l'ordre, qui le fasse. J'ai tiré sur la sonnette d'alarme il y a un mois. Qu'il ait fait ça sur la cette émission, le développement aujourd'hui, pour ce que bon nombre d'États ont montré, pour être intégral, il va falloir que ça soit impulsé depuis la base. Au nombre des tests désormais, je prends les communales qui s'annoncent, l'exigence des 10% au plan national s'impose aussi. Et pour certains, c'est plus qu'une anomalie qu'il va falloir corriger au plus tôt. Qu'est-ce que vous en dites? C'est encore de la résistance de la part de ceux qui toujours mené la barque depuis 90. De la résistance parce que si aujourd'hui on le fait comme ça avec des gens représentatifs qui montent de la base vers le sommet, on aura peut-être 2 ou 3 grands partis politiques avec des idées de développement réels qui vont porter, et ce faisant, on va vraiment engendrer le développement. Tant qu'on n'aura pas ça, on n'aura pas de développement, on va faire du saupoudrage. Je conclue pour dire ça, toutes les perspectives, la prostitution des valeurs que nous sommes en train d'incriminer, et que cela soit, qu'on les intègre. Et là, le chef le fait déjà en disant un ancien chef de l'État ne peut pas devenir maire d'une commune. Parce que ça, c'est de la prostitution des valeurs. Sérieux? Oui, Jean Spézot? Non, mais d'abord, je voudrais relever un peu quelque chose qui me paraît anormal. Oui, rapidement. Pour dire que si à chaque fois le chef devrait se ressaisir et dire je punis parce que je ne suis pas d'accord. Donc, cela suppose que c'est lui seul qui détient la Bible parfaite des réformes. Donc, ce ne sont plus les tests qui existent, qui fonctionnent, mais c'est au gré des humeurs du chef qui dit « Ah non, ça ne doit pas marcher, je sanctionne ». Alors moi, je dis, il y a donc que, quelque part, des incorrections qui sont au niveau de ces réformes. D'où l'échec dont j'ai parlé tantôt. Et l'autre chose, moi, je voudrais terminer sur un souhait. Nous allons vers des élections qui, quoi qu'on dise, sont majeures, parce que c'est des élections locales. Cette affaire de 10%, je me dis, et donc, le monsieur qui est peut-être de la région de mes parents, quelque part dans le fin fond du Nord, il est élu parce qu'il a fait un travail de base. Et puis après, on déclare aux populations qu'il n'a jamais été élu, parce que si on doit tenir compte des implications de ces 10%, je trouve que c'est un gros risque. Votre souhait, disiez-vous? Mon souhait, c'est que la décentralisation et les implications, et ces implications puissent être respectées. Parce que les 77 communes ne doivent pas appartenir à une seule on vous aura compris, Jean Spézot Nango. Merci également aussi à vous, Mathieu Avlessi, chez Téléspectateurs. Merci pour la disponibilité 100% Bénin. Ce sera toujours fausse compagnie. Cette citation du célèbre artiste écrivain russe Tolstoï, comme on l'appelle. Faire le bien ne peut à lui seul suffire à rendre heureux. Mais faire le mal rendra à coup sûr malheureux. Bonne méditation chez vous. À très bientôt.